Le 7-8 fin d'année de TV78 en partenariat avec Westfield Paris 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Noël 100% yvelinoise. À cette occasion, nous sommes au centre commercial Westfield Paris 2. J'espère que vous êtes bien installés. Voici le programme. Depuis quelques semaines, l'esprit des fêtes s'est installé à Westfield Paris 2, chalet, rencontre avec le Père Noël, cadeaux, décorations. À travers cette émission, plongée avec notre journaliste Mélanie Poquet dans l'ambiance féerique du centre commercial. Nous vous proposerons également des idées de cadeaux yvelinois à glisser sous le sapin, livres, sacs en cuir ou encore jeux de société. Deux créateurs viendront en plateau pour présenter leurs nouveautés. Et qui dit Noël dit repas de fête et gourmandise, foie gras, fromage ou encore l'incontournable bûche de Noël. Nous vous proposerons un repas 100% yvelinois. Deux chefs d'exception seront avec nous pour vous partager leurs recettes et vous inspirer en cuisine. Et pour commencer cette émission de Noël, je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Mélanie Poquet qui se trouve au niveau du marché de Noël de Paris 2. Au sein du centre, il y a le village de Noël avec une douzaine de chalets et parmi eux, quelqu'un qui vient depuis plus de 30 ans, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes là chaque année pour Noël? Pour faire des démonstrations toute la journée et former des nouveaux magiciens. En fait, quand quelqu'un achète un tour de magie, sur le côté, Maxime on apprend aux personnes à faire des tours de magie en fait. Voilà, tout simplement. Donc on fait des démonstrations toute la journée. Les téléspectateurs sont les bienvenus et on fait des tours toute la journée. Et ceux qui veulent apprendre à les faire, ils les achètent et on leur montre comment il faut procéder. Et les tours ont été choisis pour que ce soit des enfants ou des néophytes en fait, qui soient capables de les refaire. Et pourquoi vous venez depuis 30 ans? Pourquoi je viens depuis 30 ans à Paris 2? Pour une très bonne raison. J'habite à Paris 2. Je suis client moi-même dans le centre commercial toute l'année avec ma femme. Et donc, je connais très bien ce centre. Et pourquoi aller travailler ailleurs alors que j'habite à 500 mètres? C'est une très bonne raison. Est-ce qu'on a le droit à un petit tour pour TV78? Allez, avec plaisir. Madame, comme je savais que vous alliez passer, pour vous faire plaisir, dans ce jeu de 52 cartes, j'ai retourné une seule carte. Il y a une seule carte qui est à l'envers. C'est la carte que vous allez me dire maintenant, j'espère. Je savais que vous diriez 2 de cœur. Et nous allons vérifier si, en effet, dans ce jeu de cartes, le 2 de cœur est la seule et unique carte à l'envers du paquet. Ça serait fort, non? Il y a une carte à l'envers. Regardez si c'est la vôtre. Voilà. Là, je viens de vous faire mon tour de cartes préféré, qui a beaucoup de succès. On peut le faire 50 fois de suite. À chaque fois, le public va nommer des cartes différentes. Et à chaque fois, ça sera la bonne qui sera retournée. Voilà. Merci Jean-Pierre. Mathilde, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je suis bluffée. Merci beaucoup Mélanie Poquet. Effectivement, un tour de magie assez bluffant. Essayez de connaître le secret de Jean-Pierre. Et merci également à Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour continuer à prendre le pouls de ce centre commercial qui s'active pour les fêtes de fin d'année. En attendant, j'ai été rejoint en plateau par plusieurs invités. Pauline Arion, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors vous êtes la directrice du centre commercial Westfield Paris 2. À vos côtés, le lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes le chef du groupement prévention des sapeurs-pompiers des Yvelines. Et également à mes côtés, Grégory Canalé, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à nos invités. Journaliste de la rédaction de TV78. Alors, vous allez nous donner des conseils pratiques et essentiels pour que les fêtes de fin d'année restent magiques, sans accidents domestiques. Ce sera dans un instant, oui. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Pauline Arion. Cette année encore, vous proposez de nombreuses animations. On vient de le découvrir, le marché de Noël avec Mélanie Poquet. Quelles sont les autres animations qui attendent les visiteurs? Cette année, nous tournons les fêtes de Noël principalement sur 2 thématiques. Première thématique, évidemment, vous avez les services que vous pouvez retrouver au sein de Westfield Paris 2 qui sont plutôt nombreux, comme le service classique d'un stand d'emballage de papier cadeau, réalisé par de nombreuses associations yvelinoises et notamment les Scouts du Chénet que l'on a aujourd'hui. Nous avons également des services pour faciliter le stationnement des véhicules sur nos parkings puisque la majorité de nos visiteurs viennent en véhicule et on sait
qu'il est très important de pouvoir faciliter leur parcours dès le début. Et également, vous avez la possibilité de retrouver des grooms. Donc, c'est des personnes que vous voyez sur les week-ends au sein du centre qui vont porter vos achats jusqu'à votre véhicule. Ça vous permet de faire votre shopping et vivre votre expérience les mains libres. Également, cette année, le second thème, c'est la solidarité. Une grande partie de nos commerçants s'engagent avec nous, direction du centre de Westfield Paris 2, auprès de l'hôpital Mignot et de différents services tels que la gériatrie, la pédiatrie, l'oncologie ou même auprès des soignants. Sur toutes les semaines du mois de décembre, nous avons sélectionné, évidemment avec les services de l'hôpital Mignot, différents services de ce fait pour aller leur offrir des dons via nos enseignes ou bien du temps. Par exemple, la semaine dernière, nous avons Yves Rocher, par exemple, qui a participé et donné de son temps pour réaliser des soins auprès des personnes malades du service d'oncologie. Donc également, je vais finir par vous dire que le 24 décembre et le 25 décembre, beaucoup de nos commerçants s'engagent pour offrir le repas aux soignants, qui eux n'auront pas la possibilité d'être auprès de leur famille, comme la majorité d'entre nous. Une belle initiative, effectivement. Il ne faut pas oublier que Noël, c'est une fête solidaire. Alors, la star de ces fêtes, c'est le Père Noël. Est-ce qu'il est possible de rencontrer le Père Noël à Paris 2 ? Bien sûr. Je vous y inviterai tout à l'heure à aller le voir. Vous pouvez faire la traditionnelle photo du Père Noël. Il est là tous les jours. Il est très gentil. Il récompense les enfants qui ont été sages dans un décor féerique, puisque cette année, nos décorations de Noël se veulent vraiment acidulées et très lumineuses. J'invite l'ensemble des visiteurs et des spectateurs à venir nous rencontrer sur la place centrale, donc au niveau du rez-de-chaussée du centre Westfield Paris 2, pour rencontrer le Père Noël. Et alors, en ces périodes de fête, le centre commercial accueille beaucoup de monde. On le voit autour de nous. Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place ? Alors, nous renforçons nos équipes, bien entendu. L'intérêt, c'est de permettre à nos commerçants d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Évidemment, il y a des agents de sécurité qui sont bien plus présents que d'habitude. On renforce évidemment les normes de sécurité, notamment grâce à notre colonel Sébastien Frémont, à côté de moi ici présent, qui nous aiguille presque au quotidien sur les normes à mettre en place. C'est vraiment l'aspect sécuritaire qui est une priorité. Oui, Sébastien Frémont, comment est-ce que vous anticipez la forte influence ? Alors en fait, les règles de sécurité, elles ne sont pas probabilistes, elles sont déterministes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne dépend pas du nombre de personnes. Évidemment que le centre commercial est plus particulièrement fréquenté en cette période de pré-fête, et notamment au mois de décembre. Pour autant, les règles de sécurité, elles prévalent sur la totalité de l'année. Elles sont évidemment adaptées à la taille de l'établissement. Ici, on est sur un établissement parmi les plus importants du département des Yvelines, où on accueille en simultané plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ce centre commercial est une ville à lui tout seul. Il est bien évident que les règles de sécurité sont drastiques, mais qu'elles sont respectées au mieux et en tout état de cause, en bonne intelligence et en partenariat, j'ai envie de dire, entre la direction du centre commercial, sa direction technique qui s'implique tout particulièrement pour le respect de ces règles, l'implication de tous les commerçants et des directions des différents magasins et enseignes que l'on peut trouver dans ce centre. Pas plus tard que ce matin, nous réceptionnions le nouveau magasin Zara qui a fait l'objet d'une transformation. Je crois qu'on peut parler de transformation, Pauline, qui est absolument incroyable. Transformation. Un magasin Zara parmi les plus grands de France. Donc c'est un challenge quotidien. Voilà, et qui a fait l'objet d'une inspection très particulièrement poussée en ces périodes de fête. Avant son ouverture au public ce matin et les règles de sécurité ayant été respectées et appliquées par la totalité des acteurs qui ont réalisé ce magasin, je puis vous affirmer que les personnes qui sont accueillies à partir de maintenant dans ce magasin et dans le centre commercial dans sa globalité sont dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Ouf, j'ai envie de dire. C'est ça, ce matin en fait il y avait des préalables pour pouvoir ouvrir cette boutique il y a eu des tests, différents tests qui ont été menés. Oui, absolument. Dans le cadre donc, de la commission de sécurité, comme je le disais, présidée par la préfecture des Yvelines, en présence de la mairie du Chênay-Rocancourt, et
et d'un certain nombre de services de l'État, parmi lesquels la police nationale et nous-mêmes, les services d'incendie et de secours. Nous avons procédé de très bonne heure, avant l'ouverture au public ce matin du centre commercial, à tout un ensemble de tests pour vérifier que, les règles de sécurité étaient respectées, mais ça se passe aussi en amont, au stade de l'étude, lorsque nous étudions, en l'occurrence j'étudie ce magasin, et ce matin on s'assure que ce qui a été étudié sur plan, avant leur réalisation, est bel et bien réalisé conformément à ce qui a pu être étudié et dans le respect des règles de sécurité. Donc essai d'évacuation des fumées d'incendie ce matin, essai de déclenchement de l'alarme générale si malheureusement un incendie venait à se déclarer dans ce magasin, et tout un ensemble d'essais également des moyens d'extinction. Il y a tout un ensemble de dispositifs que l'on ne perçoit pas forcément, et tant mieux d'ailleurs quand on fait ses courses, mais en réalité on est dans des conditions de sécurité tout à fait importantes pour un centre commercial de cette taille. Mais je le répète, c'est un centre un peu particulier dans la mesure où c'est de la taille d'une ville. Alors vous l'avez entendu, vous pouvez faire vos courses et vos cadeaux de Noël en toute sécurité. Pauline Arion, il y a une vingtaine de nouvelles enseignes qui ont récemment ouvert leurs portes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le centre commercial, nous avons 192 enseignes. Vous pouvez retrouver des boutiques et des restaurants. Je ne vais pas vous citer les 192. Principalement, ces derniers mois, nous avons eu l'occasion d'accueillir de nombreuses enseignes et de nombreuses rénovations. Dans les rénovations, vous allez par exemple vous pouvez voir Apple, Nespresso, Zara, donc qui a réouvert ce matin, mais qui était déjà présent au sein du centre depuis de nombreuses années. Nous avons aussi l'occasion d'accueillir H&M ces derniers mois. Nous avons accueilli la marque Salomon. D'ici la fin d'année, nous allons encore accueillir d'autres marques comme APM Monaco. Donc, ce sont des bijoux, Oh My Cream. De nombreuses marques sont arrivées ces derniers mois, ce qui nous permet réellement d'avoir une offre diversifiée et unique, allant du côté premium forcément, mais également sur un marché également plus abordable. Ce renouvellement, est-ce que c'est le signe que le centre commercial est en bonne santé? Tout à fait. Un centre commercial, ça vit. C'est la vie d'un centre commercial de voir des enseignes partir et des enseignes arriver. On est ravis de voir des nouvelles enseignes puisque ça nous permet totalement de répondre aux besoins de nos visiteurs sur leurs besoins et tout simplement sur leur envie d'achat. C'est vraiment notre cheval de bataille au quotidien avec mon équipe de répondre à ce que souhaitent nos visiteurs tout en, bien entendu, gardant le côté sécurité, Monsieur Frémont l'a dit, en priorité. Et alors parmi ces nouvelles enseignes, il y a aussi certaines qui sont des boutiques éphémères, spécialement pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous les présenter aussi? Oui, principalement, nous avons l'enseigne notamment l'Artisan de Noël. Donc, ce sont des boutiques éphémères qui proposent des décorations pour les fêtes de Noël de toutes sortes. Vous pouvez décorer votre sapin, décorer votre table. Pour les fêtes de fin d'année, c'est absolument magique. Et je peux aussi vous parler de l'enseigne Blueland. Blueland, ce sont des artistes et créateurs versaillais, donc juste à côté, qui créent des bougies LED et de la décoration que l'on peut s'offrir ou acheter ou offrir justement à ses proches pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment important pour nous aussi d'accueillir des artisans et des commerçants locaux. On est un centre qui est ancré dans son territoire depuis de nombreuses années, depuis 1969, et on tend réellement à garder aussi cet ADN qui est très puissant depuis de nombreuses années. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Arion, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à Westfield Paris 2. Mais vous restez avec nous, car nous allons aborder un sujet tout aussi important avec vous, Grégory Canallet et Sébastien Frémont. Comment éviter les accidents domestiques pendant les fêtes? Oui, parce que Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre sont avant tout des périodes de joie, les repas en famille ou entre amis, les cadeaux, faire la fête. Mais là, et je vais peut-être un peu gâcher l'ambiance sur ce plateau, les fêtes peuvent virer parfois au cauchemar si on manque de vigilance. Chaque année, 4,5 millions de Français sont victimes d'accidents domestiques et les risques sont accrus en fin d'année. Alors pour que cette période reste avant tout une période festive, on va rappeler avec vous, Sébastien Frémont, quelques conseils, quelques règles élémentaires. D'abord, concernant le sapin, il y en a un juste derrière vous. Alors, surtout s'ils sont naturels, il y a des gros risques d'incendie. Ça peut arriver si on ne respecte pas certaines règles.
Idéalement, il faut essayer de l'humecter ou de l'humidifier assez régulièrement pour éviter en effet que les épines sèchent trop vite et en tout état de cause, absolument proscrire toute source de chaleur et de flamme nue, bien entendu, à proximité immédiate. Je pense notamment, parce que c'est important pour nos auditeurs, c'est qu'il faut proscrire complètement les bougies à flamme nue. J'entendais à l'instant Pauline nous parler de bougies avec des LED. C'est formidable. Le résultat visuel est à peu près le même. Aujourd'hui, la technologie dans ce domaine-là est vraiment aboutie. Et il n'y a plus aucune raison d'avoir recours à des vraies bougies qui sont extrêmement dangereuses, qui peuvent provoquer des incendies. Malheureusement, par le passé, dans les Yvelines, ils ont provoqué un incendie mortel où une jeune adolescente est décédée. Il faut absolument ne pas gâcher la fête. En effet, je ne veux pas être le rabat-joie de service, mais véritablement, c'est important de faire attention à ce genre de choses. Bien placer son sapin, isoler des sources de chaleur, surtout pas à côté de la cheminée non plus. Quand on a la chance d'avoir une jolie cheminée chez soi, surtout pas le sapin à côté de cette cheminée. Et encore une fois, au risque de me répéter, pas de bougie. Oui, et sur les guirlandes électriques d'ailleurs, éviter de brancher des multiprises sur des multiprises aussi. Ça, c'est malheureusement des pièges qui sont aussi à éviter au moment des fêtes. Et tout le temps, j'ai envie de dire. Effectivement. En effet, les multiprises sont à proscrire dès lors qu'elles sont branchées en cascade, parce que ça finit par tirer trop d'électricité finalement et de faire chauffer les fils au point qu'à un moment donné, ça risque de faire fondre l'isolant et de provoquer un départ de feu. Donc il faut être extrêmement vigilant, même si aujourd'hui, les guirlandes électriques, en réalité, de plus en plus, on a recours à de la LED et que c'est très peu consommateur, mais il y a tout un ensemble d'autres appareils électriques qui peuvent être branchés dans le cadre des fêtes. Et là, auquel cas, en effet, il faut être extrêmement vigilant sur ce genre de situation. Même si dans nos maisons, on a des différentiels haute sensibilité qui, normalement, vont détecter un court-circuit et vont faire disjoncter la maison. Mais pour autant, on n'est pas à l'abri d'un accident, comme je le disais, et surtout éviter les surchauffes, parce que ça ne sera pas détecté. Qu'est-ce qu'on fait si jamais un incendie se déclare, si on respecte toutes ces règles, que faut-il faire? Alors malgré tout, si un départ de feu venait à arriver chez soi, il y a un dernier sujet, mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, sur les batteries lithium. C'était ma question suivante. Parfait. Donc en cas de départ de feu, quelle qu'en soit l'origine, bien sûr, dans un premier temps, mettre les personnes en sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire évacuer les lieux le plus vite possible, en pensant à une chose essentielle, c'est de fermer les portes derrière soi. Alors quand je dis fermer les portes, ça ne veut pas dire les fermer à clé, ça veut dire tout simplement refermer la porte. Pourquoi? Parce que ça permet à l'incendie de ne pas se développer au-delà de la pièce dans laquelle il aura pris naissance. Et ça, c'est fondamental, et surtout quand on habite dans un appartement, parce que si on laisse la porte de son appartement ouverte dans la panique, on peut comprendre. Pour autant, il faut s'efforcer vraiment de refermer cette porte. Pourquoi? Parce que sinon, la fumée, et c'est ça qui est dangereux, la fumée va gagner tous les étages au risque d'intoxiquer un nombre important de personnes. Et c'est dans ce cas-là qu'on déplore des victimes dans ce type d'incendie. Donc surtout bien fermer la porte derrière soi et bien sûr appeler les pompiers. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que pour avoir les pompiers au téléphone, on compose le 18 ou le 112, voire effectivement, bravo Grégory, voire le 112 qui est un numéro d'urgence européen que l'on peut composer dans la totalité des pays de l'Union européenne. Alors sous le sapin, on peut y mettre aussi des cadeaux. Les Français ont prévu de dépenser cette année en moyenne 323 € d'après une enquête de l'Institut CSA. Les idées sont nombreuses. On retrouve souvent des cadeaux qui contiennent des batteries au lithium. On y vient, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables ou des trottinettes électriques. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas en acheter. Justement, ça peut faire partie de ces cadeaux. Mais là aussi, il faut adopter quelques précautions sur les batteries au lithium. Les pompiers des Yvelines se sont mobilisés notamment beaucoup ces derniers temps sur les dangers des incendies liés aux batteries au lithium sur les trottinettes électriques. Effectivement, on a orienté une campagne de sensibilisation du public sur ce sujet-là. Vous avez bien fait de rappeler qu'il ne s'agit pas uniquement de parler des trottinettes et surtout, on ne dit pas qu'il ne faut pas en acheter, c'est surtout pas le débat. Le sujet, c'est d'avoir des appareils et recharger ces batteries avec des appareils qui sont prévus par le fabricant de la trottinette en question, bien suivre les conseils et les préconisations constructeurs et ne pas avoir recours, la tentation est forte d'aller sur des sites spécialisés en ligne, d'acheter des matériels et notamment des batteries de rechange
voire du matériel de recharge bon marché, mais souvent il n'y a pas de surprise. Quand c'est bon marché, c'est de piètre qualité, et quand c'est de piètre qualité, il y a un danger important et de risque par conséquent d'incendie de ce genre d'équipement. Et on finira sur le repas des fêtes, beaucoup de dangers aussi, juste pour les citer, il y a la classique ouverture des huîtres. Je crois que chaque année, c'est un chiffre qui nous a été donné, 2000 personnes se coupent en voulant ouvrir des huîtres. Il y a des risques de brûlure, les plats qu'on va sortir du four, quand on va vouloir se prendre peut-être pour Cyril Lignac, à flamber aussi les plats. Il y a aussi des pièges à éviter là-dessus, être vigilant aussi sur le repas de fête notamment. Alors même si j'ai bien entendu tout à l'heure, Pauline, que le partenariat avec l'hôpital Mignot tout à côté vous tenait à cœur, c'est en effet pas l'occasion de passer sa soirée aux urgences. Et que le réveillon n'est pas fait pour ça. Et auquel cas, en effet, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Quand on ouvre des huîtres, mettre un gant pour éviter de s'entailler la main. Vous évoquiez le four. Bah oui, là aussi, attention quand on attrape bien évidemment des choses qui sont brûlantes. Et puis, j'allais dire aussi, attention quand on fait de la cuisine et qu'on fait frire des aliments et qu'on a recours à de l'huile, si malheureusement un départ de feu venait, enfin malheureusement c'est assez simple à vrai dire à régler, mais si un départ de feu venait à être initié à partir d'une friteuse par exemple, surtout ne jamais jeter de l'eau sur une friteuse, mais bel et bien la recouvrir tout simplement avec un linge humide. Ça éteindra l'incendie, alors que si vous projetez de l'eau dessus, c'est une catastrophe. Ça va propager l'incendie à la totalité potentiellement de la cuisine, et surtout, vous allez vous brûler très gravement. Voilà, Pauline, Mathilde, j'espère que vous avez pris bonne note, même ceux qui nous regardent autour ici à Westfield Parly 2, de tous ces conseils. On rappelle les numéros 112 ou le 18 pour joindre les pompiers, et on n'en a pas parlé avec vous, mais bien sûr, quand on a trop bu aussi, on ne prend pas la route. Ça, c'est aussi important de le dire pour que les fêtes restent des fêtes. Ça, c'est important de le dire. Oui, merci beaucoup, lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Un accident est vite arrivé, alors soyez prudents. Avant de nous quitter, Grégory, est-ce que vous avez une idée de cadeau à nous partager ? Eh bien, je profite de la présence du lieutenant-colonel Sébastien Frémont pour préciser que parmi ces nombreuses casquettes, il y a celle d'auteur. Vous avez publié l'an passé, Sébastien Frémont, le livre animé des pompiers, ouvrage que vous avez coécrit avec Anne-Sophie Baumann et qui est illustré par Pierre Caillou. Il s'adresse aux enfants. C'est une véritable immersion dans le monde des soldats du feu. Il y a dedans 20 animations et un pop-up en 3D qui nous transporte directement au cœur de l'action. Et c'est évidemment un excellent moyen pour les jeunes lecteurs de découvrir le quotidien des pompiers. C'est toujours disponible, vous le confirmez, aux éditions Tourbillon, c'est ça ? Je pense que oui. J'étais pas au courant de ça. Voilà. Merci Grégory. C'est la petite surprise. Effectivement, je pense que le livre est toujours disponible. Oui. Et c'est au prix de 12,90 €. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalé pour cette idée de cadeau, et merci également à vous deux d'avoir été présents sur ce plateau. Et parce que Noël, on l'a dit, c'est aussi le moment de penser aux autres. Je vous propose de découvrir de beaux moments de solidarité dans les Yvelines. De nombreuses associations organisent des manifestations et des rendez-vous. Mélanie Poquet nous emmène sur 2 opérations. Regardez. Pas de souliers, mais des jouets par milliers, ou presque. Ce vendredi 6 décembre, l'antenne verriéroise du Secours populaire est à pied d'œuvre. Elle organise sa braderie annuelle de Noël. Ça permet, avec la somme que nous récoltons, de racheter, de faire des sorties, de racheter la nourriture. Ça rentre dans les comptes du Secours populaire. Nous avions plus de 400 jouets neufs, avec aussi un peu du linge de maison, des petites décorations de Noël. La moitié des choses sont parties à très petit prix. Nous avons les habitudes, les habitués qui viennent, notamment nos bénéficiaires. Un geste pour tous, car si les fonds vont au Secours populaire pour les bénéficiaires, les jouets neufs donnés par les magasins ou collectés sont vendus à prix réduit, de quoi ravir les petits budgets. Je suis venue pour prendre un petit cadeau pour mon fils avant Noël. Je trouve ça bien. En plus, les prix sont intéressants, c'est bien. On trouve plusieurs choix. On fait des bonnes affaires. C'est intéressant pour faire plaisir aux enfants. C'est bientôt Noël et qu'il me manquait des idées de cadeaux et je pensais trouver pas mal de jouets. En fin de compte, j'ai trouvé quand même des choses pour adultes. À Noël, le Secours populaire des Yvelines accompagne plus de 7000 personnes, colis festifs, réveillons ou encore spectacles. Qui habite au-dessus, on entend toutes sortes de cris, des petits cris aigus.
Au Chénet-Rocancourt, l'hôpital Mignot proposait cette année encore Rire pour guérir, un spectacle de l'association Rire 78 destiné aux petits patients. Tous les enfants qui sont invités au spectacle sont des enfants qui sont suivis au long cours en pédiatrie. Rire 78 est vraiment engagé à nos côtés pour des spectacles depuis des années, des spectacles de Noël mais d'autres événements également. Et on tient vraiment à ce partenariat qui est toujours très positif. Ils sont une centaine à avoir été invités, des enfants âgés de 3 à 11 ans. Un moment suspendu et plein de fêtes dans leur quotidien. Les dames, ils ont chanté une chanson. C'est important parce que ça leur sort de leur quotidien d'enfants malades et parfait. Ils viennent à l'hôpital pour autre chose en fait. Un spectacle d'1 heure environ, possible notamment grâce à l'association Les Blues Roses et où tout le monde met la main à la pâte, soignants comme patients. J'ai surmonté une de mes peurs et de deux, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais aller plus haut que je pensais et que j'en suis vraiment très fière. Moi, je suis trop fière. Ouais. Elle a réussi. Il y avait de l'impro. Elle a géré. Un après-midi conclu par la venue du Père Noël qui, bien que surchargé en cette période, a fait un détour par le Chénet-Rocancourt. Et après ces beaux moments de solidarité, place maintenant à la créativité et au partage en famille ou entre amis. Et quoi de mieux que les jeux de société pour passer des beaux moments pendant les fêtes dans les Yvelines. Des créateurs imaginent des jeux originaux, parfaits, à glisser sous le sapin. Marie-Lou Ruchon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la co-créatrice de Y'a combien qu'on voit à l'écran, un jeu de culture générale qui met les chiffres à l'honneur. On va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Gilles Tullier, bonjour. Bonsoir à vous. Vous êtes coordinateur et chef de projet pour l'association de la Plaine de Versailles. Et on le voit également à l'écran. Vous venez de sortir un jeu sur ce territoire. Et enfin, Clara de Frutos, bonjour. Bonjour. Journaliste pour TV78. Alors Clara, les jeux de société connaissent un réel engouement durant les fêtes de Noël. Et pour les créateurs de jeux, c'est une période de forte activité. Oui, tout à fait Mathilde. Je pense que vous pouvez tous les deux en témoigner. On estime que 20% des cadeaux achetés pour Noël seront des jeux de société. Ce sont des cadeaux qui ont toujours la cote. Par exemple, pour les générations Z, c'est-à-dire les 11-25 ans, les jeux de société ont un taux de popularité de 82%. C'est devenu un phénomène social et économique majeur à l'échelle de la planète, mais aussi en France. Le pays est devenu le premier marché européen. Parmi les éditeurs les plus célèbres, comment ne pas citer Asmodée, le géant de jeux de société basé à Guyancourt. On connaît tous le Loup-Garou, le Double ou encore le Time's Up qui n'ont pris aucune ride. Alors, on a entendu vos chiffres conséquents. Clara, comment est-ce qu'on explique cet engouement pour les jeux de société? Pourquoi est-ce qu'ils marchent toujours aussi bien? Et sa force, c'est que c'est un marché qui se réinvente constamment. Par exemple, le Double a quelques déclinaisons. Il y a eu le Double aux couleurs des Jeux Olympiques ou encore l'édition des 100 ans de Disney. Dans les Yvelines également, il y a un autre éditeur de jeux qui connaît un grand succès. C'est Cocktail Games, basé à Versailles. L'année dernière, c'est leur jeu de cartes Trio qui a remporté le prix du meilleur de jeu de l'année lors de la cérémonie des As d'Or. Alors vous le voyez, les jeux de société ont plus que jamais le vent en poupe. Chaque année, plus de 1000 jeux sont édités. C'est d'ailleurs votre cas à tous les deux. Vous avez choisi la bonne voie. Voilà, vous avez chacun édité, en tout cas vous avez lancé des jeux de société. Est-ce que d'abord, vous pouvez commencer par nous les présenter peut-être? Honneur aux femmes. Donc je vous présente Y'a combien. Donc Y'a combien, c'est un quiz sur la France où toutes les questions, vous l'aurez compris, commencent par Y'a combien. Et donc l'idée, c'est que tout le monde répond à la question autour de la table et le plus proche avance sur le plateau, donc du coup qui est au dos de la boîte. Voilà. Et donc du coup, ça permet d'apprendre des choses en s'amusant. Et on a également des cases à rebondissement sur le plateau où les questions du coup ne concernent plus la France mais concernent les autres joueurs. Voilà. Donc de bons moments à la clé. Donc on aura peut-être l'occasion de tester tout à l'heure. Gilles Tullier, votre jeu, vous pouvez nous le présenter? Eh bien, écoutez volontiers. Donc, c'est un jeu qui est une grande première sur le territoire de la Plaine de Versailles et qui réunit en fait à travers 500 questions sous forme de quiz, d'interrogations, de photos, de pouvoir voyager au sein du territoire et découvrir justement les particularités de celui-ci. Donc, ça attire autour de ce jeu, autour du territoire, à travers ces 500 questions. Voilà. De Pourquoi façon à se faire balader. un jeu sur la Plaine de Versailles?
Versailles? Justement, merci de cette question. Ça permet justement de donner envie déjà de se challenger sur les connaissances que l'on peut avoir sur le territoire ou qu'on pense avoir ou qu'il faudrait avoir. Et puis une fois qu'on a fait le tour du jeu, c'est peut-être aussi inciter à aller sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir s'amuser et sortir en même temps. Et on peut trouver de belles balades, des visites à faire en jouant en fait. Exactement, découvrir le patrimoine, découvrir le paysage tout en s'amusant et puis faire appel un peu à sa mémoire, des lieux que l'on a peut-être oubliés ou qui mériteraient justement de visiter. Et alors justement, qu'est-ce qu'on trouve comme question ? Alors, il y a plein de questions finalement. Ce sont des thématiques selon l'endroit sur lequel vous tombez sur le plateau de jeu. Ça concerne aussi bien des questions sur le patrimoine, sur des défis, des charades, des célébrités. C'est tout simplement une question type, on vous présente une photo d'un lavoir par exemple. Alors on peut peut-être faire un exemple, on peut peut-être tester. Vous voulez que je vous tienne votre micro? Là, c'est le plateau. Alors, donc ça, c'est un grand plateau où on a toutes les villes de la plaine de Versailles. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, c'est du travail collaboratif. Donc là, effectivement, sur ce territoire de la plaine de Versailles se trouve un ensemble de villes et villages. Et selon l'endroit où l'on se situe, vous avez effectivement, par les petites pastilles de couleurs, la thématique de la question qui correspond au lieu où on se pose. Donc finalement, on démarre, peu importe d'un endroit pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et puis, imaginons qu'on tombe sur une case où il y a un P comme patrimoine. Et là, en l'occurrence, la personne avec qui vous jouez va prendre une question et par exemple vous pouvez regarder le plateau mais vous n'avez que 5 secondes pour retrouver cette commune isolée des autres communes du territoire. Voilà. Donc là ça s'adresse peut-être à un public. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Eh bien, ça sera... Bravo. Pourtant, on n'a pas triché. Hein. On s'est pas non, on n'a pas révisé avant. Donc voilà, on peut se challenger là-dessus sur des choses qui semblent pour certains évidents et pas du tout pour d'autres. Donc à chaque fois que l'on a une bonne réponse, alors effectivement, on rejette le dé, ce qui permet effectivement de continuer le parcours dans un sens comme dans un autre. Et alors vous, Marie-Lou Ruchon, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Il y a combien? Et puis peut-être si vous pouvez nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bien sûr. Alors ce qui nous a motivés, c'est notre amour des jeux de société. On adore jouer. Donc je l'ai co-créé en fait avec mon mari. Et donc du coup voilà, on adorait jouer. Et ce qu'on voulait, c'était en fait encourager tout le monde à laisser les téléphones de côté et à vivre des moments en famille ou entre amis de convivialité, tout en apprenant et en redécouvrant notre beau pays qui est la France. Et donc du coup, si je vous montre comment ça se passe, donc du coup dans chaque jeu, en fait, vous avez 8 étuis, donc comme ceci. Il y a différents thèmes. Exactement. Donc il y a 8 thématiques, et donc l'idée c'est que en fait les joueurs ou les équipes de joueurs, donc c'est important de le dire, on peut très bien jouer finalement en équipe. Et donc du coup chacun son tour, on choisit. Alors si vous voulez montrer les cartes, mettez-les, vous pouvez les prendre pour qu'ils puissent les voir. Voilà, donc du coup, hop. Donc voilà, donc chacun, donc du coup voilà, donc il y a ces 8 étuis de questions, et donc chacun son tour, on va sélectionner une catégorie. Donc par exemple société, infrastructure, enfin celle qu'on veut. On va poser la question, donc je vais poser celle que j'ai devant moi. Il y a combien de pièces, selon vous, dans le palais de l'Élysée? Oh là là. Je n'en sais rien du tout. Et alors, on peut dire une estimation. Une estimation. 45. Une centaine. Une centaine. Moi, je dirais plus de 1000. Ok, plus de 1000. Et donc ensuite, on soulève la carte en fait pour avoir la bonne réponse. Et donc là, en l'occurrence, la réponse c'est 365. Ah ouais, donc du coup, vous seriez la plus proche. Voilà. D'accord. Okay. Et donc du coup, vous seriez la plus proche avec une centaine. Et donc on avance de 2 cases. En fait, on avance selon la difficulté de la carte. D'accord. Et donc en fait, l'idée finalement, c'est on n'a pas de pression puisque l'idée c'est pas d'avoir la réponse exacte, mais c'est vraiment juste de s'en rapprocher. Donc on peut avoir faux, mais il y aurait toujours un gagnant à chaque manche. Oui, les réponses c'est uniquement des chiffres en fait. Exactement. C'est que des chiffres ou des dates. Donc il y a également des dates. Et vous avez créé le jeu en France.
c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, que ce soit quelque chose d'édité en France? Exactement. Donc du coup, on voulait absolument un jeu sur la France. Pour nous, ça tombait sous le sens. Et puis surtout aujourd'hui, au vu des problématiques environnementales, ça nous tenait vraiment à cœur qu'il soit produit en circuit court. Et donc il est produit à Évry, par un imprimeur français. Et donc du coup, on en est fiers. C'était pas une décision qui était facile à prendre, mais aujourd'hui, on est vraiment heureux de ça. Et c'est aussi pour cette raison que vous l'avez auto-édité? Exactement. Alors on l'a auto-édité. On a voulu donc vraiment se lancer à fond dans l'aventure. On a essayé de trouver un éditeur au début, et finalement, n'en trouvant pas, on a décidé de s'auto-éditer. Et aujourd'hui, sans regret, le jeu a trouvé ses joueurs. Et vous, Gilles Tuillet, c'est aussi un jeu, le jeu de la Plaine de Versailles a été édité en France aussi? Alors, il a été édité pas très loin, en Italie. D'accord. C'est un peu plus loin. C'est un circuit court quand même, puisque c'est pas très loin. Et est-ce qu'il y a également des anecdotes justement sur le patrimoine ou sur les villes de la Plaine de Versailles qu'on peut apprendre dans ce jeu? Oui, tout à fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a de 500, donc en fait, ça touche tous ces thèmes, effectivement. Alors là, je ne l'ai pas tellement organisé pour cela, mais si vous prenez le cours, mais c'est pas grave. Parce que combien de personnes ont participé à la création de ces questions, de ce jeu? Beaucoup de personnes, parce qu'en fait, ce sont les acteurs du territoire qui se sont réunis, aussi bien des historiens que des élus ou des particuliers, des spécialistes du territoire qui ont permis justement de constituer toutes les questions évoquées dans ce jeu. Et pareil pour des cartes comme celle-ci qui réunissent des photos, il a fallu les sélectionner de façon à pouvoir émettre une question, parce que vous m'avez posé la question, où sommes-nous quand je présente ceci? Eh bien, voilà, on fait appel à sa mémoire. À Marly Leroy. Voilà, merci, bingo, vous avez le droit de revenir. Donc là, du coup, on rejette les dés et c'est fait par les gens du territoire, pour le territoire et pour sa découverte. Et donc ces deux jeux, on peut jouer à combien? Combien de personnes peuvent se retrouver autour de la table? Écoutez, là, ça se fait en équipe. Ça peut être de face à face, de 2 à 2, etc., etc. Et puis, il n'y a pas de limite, puisque finalement, c'est quand vous avez vraiment fait le tour et vous avez de quoi faire, vous faites quoi? Vous ouvrez la porte et vous allez vous balader. Oui, donc de la même manière, c'est à partir de 2, et ensuite un nombre assez illimité de joueurs, puisqu'on peut très bien jouer en équipe, et on a eu des parties à 15 personnes qui étaient organisées en équipe. Et alors là, c'est les fêtes de Noël, elles arrivent à grands pas. Est-ce que vous confirmez que c'est une période hyper importante pour vous? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Donc en effet, c'est une période vraiment cruciale. Donc comme vous le disiez, les personnes offrent beaucoup de jeux de société. Surtout donc un jeu comme Il y a combien, c'est vraiment un jeu grand public qui peut plaire à tous de 16 à 110 ans. donc du coup, pour nous, c'est vraiment une belle période pour se faire connaître. C'est également l'occasion de participer à des marchés de Noël, à des événements locaux, pour vraiment se faire connaître au plus grand nombre, faire tester le jeu et trouver des adhérents. Gilles Tuillet, c'est un moment charnière aussi, Noël? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très propice à pouvoir promouvoir le territoire auprès aussi bien des communes qui ont la faculté de les offrir, aussi bien pour les nouveaux habitants. Une bonne opportunité là, pour aller se balader, découvrir son environnement. Nous sommes une association, l'association patrimoniale La Plaine de Versailles. Du coup, on ne fait pas de profit spécifique. Au moins, l'objectif sur le plan financier, c'est d'atteindre le seuil de rentabilité. Après, on aura un peu plus de temps que pour notre amie ici présente. Donc, plus vite ça partira, mieux c'est. Déjà, ça nous laissera plus d'espace dans notre association. Mais c'est surtout pour la découverte du territoire. Ça, c'était l'essentiel. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux belles découvertes. Alors, si on est intéressé, où est-ce qu'on peut l'acheter et il coûte combien? Alors, pour le prix conseiller public, c'est 30 €. Pour nos adhérents, c'est 23 et c'est à disposition à la Maison de la Plaine qui se situe à Feucherolles. Et vous, Marie-Lou? Donc du coup, il coûte 22 € et vous pouvez le trouver sur notre site internet iacombien.fr.
Voilà. Eh ben, merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour cette émission de Noël depuis le centre commercial Westfield Paris 2. En tout cas, ces deux jeux promettent de beaux moments en famille pendant les fêtes. Alors Clara, avant de nous quitter, est-ce que vous avez une autre idée de cadeau à nous proposer? Eh bien oui Mathilde, il y a quelques jours j'ai rencontré une personne qui s'appelle Damien Béal. C'est un artisan menuisier maroquinier à Versailles. Il a créé la première marque de maroquinerie artisanale française haut de gamme en bois et en cuir. Alors, dans son atelier, je l'ai visité. C'est un atelier boutique qui est situé au quartier Saint-Louis. Il propose toutes sortes de créations, par exemple des sacs mêlant le bois et le cuir, mais aussi des étuis pour téléphone, des ceintures sur mesure, des porte-clés, des boîtes à bijoux. Et dans sa boutique, on y trouve aussi des éléments de décoration comme des fauteuils, du luminaire ou encore des miroirs. Bref, moi je trouve que c'est une idée hyper originale, made in Yvelines, qui témoigne du savoir-faire de nos artisans locaux. Oui, on l'a vu à l'écran, des sacs très originaux et qui sont aussi très beaux. Merci beaucoup, Clara. Merci. Alors, il y a les cadeaux, bien sûr, à glisser sous le sapin. Ils sont préparés par le Père Noël et ses lutins, mais parfois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Je vous propose de retrouver Mélanie Poquet. Elle se trouve au stand papier cadeau de Paris 2. Il y a aussi la question des paquets cadeaux. Et dans le centre commercial, vous avez les Scouts Guides de France qui vous proposent de les faire pour vous. Et je suis avec Laurent, justement. Bonjour Mélanie. Alors, déjà, les paquets cadeaux, vous les faites depuis longtemps? Ça fait plusieurs années que le groupe Scouts et Guides de France du Chénet-Rocancourt travaille et est associé avec le centre commercial Paris 2 pour proposer ce service pendant les fêtes de Noël et offrir à tous les clients du centre la possibilité de faire leur paquet cadeau ici au centre commercial. Et pour les Scouts et Guides de France, c'est les pionniers. Les pionniers, c'est la tranche d'âge entre 14 et 17 ans. Les jeunes qui participent à ce service, ça leur permet de faire un extra job et de financer leur projet d'année ou leur camp d'été. Oui, mais ça sert aussi à faire présenter les scouts? Bien sûr, il y a toujours beaucoup d'interactions. Pendant qu'on fait les papiers cadeaux, il faut le temps de faire le papier cadeau et d'emballer les achats des clients. Et donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le mouvement, sur ce que font les jeunes, sur les projets qu'ils comptent faire dans l'année. Donc ça fait découvrir l'association et puis le scoutisme rayonne. Ça représente quoi comme activité justement pour vous dans votre année? Alors c'est le deuxième extra job de l'année en général. Le premier en général, c'est qu'on accompagne la course Paris-Versailles. Donc on est aussi acteur et au service des événements de la communauté autour de nous. Et l'extra job de Paris 2 pour les fêtes de Noël, c'est notre deuxième service. On en a d'autres qui sont prévus et qui servent encore une fois à préparer, structurer, financer, aider les jeunes à construire leur projet d'année. Alors vous avez parlé d'offrir, parce que le montant est libre. Oui, les dons, chaque personne donne dans le petit pot en verre et en fonction de ce qu'il souhaite pour le service qui est rendu. Donc il n'y a pas d'obligation et on est très heureux à chaque fois de servir et d'emballer les achats de chaque personne qui se présente au stand. Par exemple, cette année, ça servirait à financer quoi? Alors il y a deux projets. Il y a un projet d'année qui est une clean walk que les jeunes ont décidé de discuter en caravane il y a peu de temps. Ils se sont mis d'accord pour une activité qui aura lieu le 17 mai au Chênay ou à Versailles. Et puis un grand camp d'été qui est prévu au-delà de l'Île-de-France avec un énorme rassemblement de tous les pionniers et caravelles de France fin juillet dans les Yvelines où 20 000 jeunes sont attendus au château de Jambeville. Et puis ça peut aider les paquets un peu difficiles à faire. Ah, on n'a pas de limite. On fait. Alors, merci beaucoup, Mélanie Poquet, et merci également à Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Et alors que seraient ces fêtes de fin d'année sans un bon repas à partager? Cette année, la rédaction de TV78 vous propose de composer tout un repas uniquement avec des produits locaux yvelinois, entrées, plats, fromage, dessert. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Regardez. Réaliser un repas de Noël 100% yvelinois, est-ce possible? Oui, pour cela nous avons sillonné notre département à la recherche des meilleurs produits et pour l'entrée, je vous propose l'indétrônable toast de foie gras. Prenons donc la direction de la ferme du Loup Ravissant à Bazinville où la recette est gardée top secrète. On est les derniers de producteurs de foie gras des Yvelines, quasiment d'Île-de-France d'ailleurs. Donc c'est le foie gras mi-cuit qui est sous vide comme ça, qu'on propose en différents grammages en fonction du nombre de convives que vous êtes. On va de 50 à 750-800 grammes. On est vraiment sur une production artisanale, donc on fabrique à la main. Par exemple, nos rillettes, elles sont effilochées à la main. Le foie gras, il est moulé à la main, assaisonné. Après cette entrée gourmande, je vous propose de passer au plat principal. Cette fois-ci, c'est la chef yvelinoise Virginie Legrand qui prend les commandes.
Alors, je suis partie sur du poulet, donc une ballotine de poulet avec une petite crème miel, moutarde, estragon et la garniture de l'automne classique, donc un mélange de noisettes, champignons, pommes de terre et pommes. Alors là, ça va faire en mode étouffé vapeur, donc en fait, ça va garder la viande tendre et moelleuse. Pour la cuisson, comptez une quinzaine de minutes dans une eau frémissante. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la sauce à feu doux. Faites fondre de la crème fraîche épaisse, de la moutarde à l'ancienne, du miel de châtaignier de Rambouillet et quelques feuilles d'estragon bien fraîches. Coupez ensuite les pommes de terre, les champignons et une pomme, puis écrasez l'ail. Vous n'avez plus qu'à faire dorer le tout à feu moyen avec du beurre, du thym et de l'estragon. C'est une recette, franchement, il y a la cuisson, mais tout cumulé en termes de technique, ça prend 10 minutes. Et puis après, c'est les cuissons. Donc on va dire, allez, une demi-heure. Une fois la cuisson du poulet terminée, coupez-le en grosses tranches, puis faites-le revenir à la poêle avant de le faire flamber avec de l'alcool de Marsala. Je vous présente donc un plat de Noël simple à faire, pas trop onéreux, de saison, gourmand, savoureux, qui ravira vraiment toute votre tablée. Et avant le dessert, il vous reste bien une petite place pour le fromage, alors direction Rambouillet. Alors, à une table yvelinoise, pour Noël, on va quand même privilégier les produits locaux. On a notamment d'excellents fromages à la ferme de la Tremblay. Le petit brie au lait cru, fromage fermier, vous voyez, qui est magnifique, là, qui est affiné à cœur, que l'on peut déguster comme ça. Et que l'on peut aussi garnir avec soit une préparation aux champignons, cèpes, truffes, soit une garniture de type mendiant avec plein de petits fruits secs. L'autre fromage local est très original, il s'agit du pavé de Paris. Ça, c'est une création récente de la ferme de la Tremblay. C'est un fromage qui imite exactement la couleur, la forme, l'aspect des pavés des rues de Paris. Et après ce plateau de fromage qui met à l'honneur nos producteurs yvelinois, place à la touche finale, le dessert. Pour cela, cap sur Versailles où le chef pâtissier Sébastien Cerveau nous dévoile sa création pour les fêtes. Alors on a plusieurs bûches bien sûr, mais on a notre bûche star qui change chaque année. Et cette année j'ai fait une bûche plutôt gourmande, régressive, avec beaucoup de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on est sur une bûche avec des noix de pécan, caramélisées au sirop d'érable, avec un croustillant, un crémeux au caramel, donc plutôt pour le côté gourmand. Côté fraîcheur, c'est en fait des pommes pochées dans un sirop, donc pareil, assez désucré, assez dégraissé également aussi. Et donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger à la fin d'un repas de Noël. Un dessert léger, mais riche en saveurs pour clôturer ce repas de fête 100% yvelinois. De l'entrée au dessert, ces produits et recettes témoignent du savoir-faire et du talent de nos artisans locaux. Alors voilà de quoi régaler nos papilles tout en soutenant nos producteurs locaux. Et pour aller plus loin, nous avons le plaisir de recevoir deux chefs d'exception. Laurent Trochin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef cuisinier du restaurant numéro 3 au Tremblay-sur-Maule. Et vous avez également créé le Yolin. On va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Eddy Benganem, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef pâtissier au Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles. Et enfin, Michael Elmidoro, le journaliste le plus gourmand de la rédaction. Bonjour. Vous avez raison, Mathilde. Bonjour. Alors, avant de passer au plat sucré avec Eddy Benganem, qui nous donne déjà l'eau à la bouche, on voit un petit peu les installations, la bûche qui est devant nous depuis le début de l'émission. On va commencer par le Yolin, le salé, Michael. Oui, tout à fait, Mathilde. On va présenter cette spécialité culinaire imaginée par vous, Laurent Trochin. Concrètement, le Yolin est composé d'œufs, de lait, de farine de céréales ou de légumineuses et d'au moins 3 produits du département. J'ai bien résumé, Laurent Trochin ? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Au minimum 3 produits. Après, on peut laisser libre à notre imagination. Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? L'idée, c'était de mettre en avant les artisans, producteurs, éleveurs du département en vue des JO. On allait quand même recevoir le monde entier. C'était de montrer la richesse sur le territoire des Yvelines.
Et ces paris réussis parce qu'il y a eu un grand concours qui a été fait sur le département et puis un livre aussi qui est sorti sur le Yolin avec les 259 recettes. Le livre que vous avez là, Voilà. vous pouvez le montrer. Avec une recette gagnante par commune des Yvelines, donc 259 recettes de Yolin. Et le nom Yolin, il vient d'où? On voulait un Y, ça a été inventé, on voulait un Y comme Yveline, un O pour olympique, L pour local et IN pour inclusif, puisque tout le monde est dans le projet du Yolin. Et il y a 259 recettes différentes, c'est ça, de Yolin? Oui, tout à fait, vraiment selon ses origines, selon ses sensibilités, selon ce qu'on aime manger aussi, donc aussi bien des Yolins végétariens, au poisson, à la viande, et on retrouve un peu tout ce qu'on a sur le territoire. Et il y a même 260 recettes, parce qu'il y a la recette de Sheila, la chanteuse, qui est aussi originaire des Yvelines et qui nous a fait le plaisir de préfacer le livre et de donner sa recette de Yolin. Elle était là le jour de l'inauguration d'ailleurs. Elle était là, tout à fait, oui. C'est un peu une fête du terroir. Oui, c'est une fête culinaire, mais c'est surtout pour dire on est tous ensemble, on défend notre territoire et aussi on montre ce qui existe sur le territoire. Et en 20 ans, ça s'est multiplié par 100. Voilà, c'est ça qui est exceptionnel. Eddy Ben Ghanem, qu'est-ce que vous en pensez de ce Yolin? Génial, je trouve que son parcours est génial, je trouve que l'histoire est géniale et je pense que de plus en plus, on a besoin de sincérité, de simplicité et d'authenticité, donc c'est vraiment un super beau pari. Et je précise qu'avant cette émission, vous connaissiez juste de nom et vous avez appris à vous connaître en off juste avant l'émission. Absolument, plein de choses à partager et à découvrir encore. Ça va toujours très vite, hein, quand on met deux gourmands ensemble, ça va très vite. Le Yolin, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce qu'on peut le faire chez soi? C'est très simple à faire. D'ailleurs, ce sont que des recettes de particuliers. Donc c'est très simple à faire. Comme je dis, c'est même plus facile qu'une quiche puisque c'est un appareil à quiche sans pâte. On mélange un œuf, du lait, de la farine et on met ce qu'on veut dedans, sel, poivre, et on met au four. Et on mange chaud, tiède, froid, en apéritif, en entrée, comme on veut. Est-ce que vous avez des conseils à donner s'il y a des téléspectateurs qui veulent refaire le Yolin chez eux? Ou même des personnes du public qui sont autour de ce plateau? Alors, le conseil à donner, c'est d'acheter le livre. Comme ça, là, ils auront tous les conseils de particuliers et surtout les bonnes adresses. Mais après, c'est toujours... Quand on fait à manger, l'important, c'est de faire gourmand, de faire bien assaisonné et de ne pas forcément chercher à faire compliqué. C'est pour ça qu'on a dit au minimum 3 produits par Yolin. Parce qu'il ne faut pas chercher à tout prix la créativité absolue. Il faut chercher la gourmandise. C'est juste ça, le conseil. Votre Yolin préféré? Avec du foie gras, des Yvelines. Voilà, mais là, c'est gourmand et c'est pour les fêtes. Vous en pensez quoi, vous, Eddy Ben Ghanem? Est-ce que ça peut être un repas de fête également, ce Yolin? Absolument, d'ailleurs j'ai pris la recette. Oui, vous l'avez piqué. Voilà, j'ai piqué la recette, donc j'achèterai sans doute le livre après, dédicacé. J'aime cette façon de faire et ça m'a fait penser aussi au flan qu'on fait en ce moment, sans pâte. Donc on va de plus en plus à l'essentiel et ce qui va donner la densité, la puissance et la signature du Yolin, c'est ce qu'il y a dedans. Donc faire simple et gourmand. Donc pas forcément chercher à être créatif. Déjà, c'est un exercice très difficile. Alors pour les fêtes de fin d'année, vous avez dit on peut ajouter du foie gras au Yolin. Est-ce que vous avez d'autres recettes pour les fêtes? Est-ce qu'on peut l'adapter différemment? Oui, alors on a de la truite hein, sur notre département. Donc truite fraîche, on peut en mettre à l'intérieur du Yolin. Truite fumée, on peut l'utiliser pour qu'elle vienne sur le dessus du Yolin, sur un Yolin tiède avec une petite salade verte. On a vraiment de quoi faire. Voilà, on a de la volaille. Je veux dire, mais même à la maison, si vous avez un restant de gigot d'agneau, hein, on a de l'agneau de la bergerie. Si vous avez je ne vais pas faire tout le monde, sinon c'est vrai que je vais avoir plus de 300 producteurs éleveurs à citer. Mais oui, on est limité au niveau du temps. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et donc même une viande cuite qui vous reste, vous la mettez dans le Yolin, des petits légumes avec, une herbe ou une épice, et voilà. Donc tout est possible. Et vous nous avez préparé un Yolin spécial fête. Alors la recette va s'afficher à l'écran. Expliquez-nous un peu ce que c'est ce Yolin spécial fête. Alors là, on l'a mis ici en format uniquement format dégustation apéritif. Hein, mais on voulait montrer aussi que voilà, avec une belle tranche de foie gras poêlé et des légumes racines, là on a fait à l'intérieur pané, topinambour, pommes de terre, céleri, des légumes de saison hein, qu'on a fait rôtir avant et qu'on a mis après dans l'appareil à Yolin. Et un petit pané rôti à côté, du choucal légèrement tombé au beurre, et puis une petite huile de colza avec un vinaigre de cidre. Voilà, on voit la recette qui s'affiche. Hein. Il y a quelques étapes quand même avant d'arriver au résultat final. Oui, mais c'est assez rapide. C'est assez rapide. Combien de temps à peu près? Le plus long, c'est la cuisson du Yolin qui va être de 15 minutes à 165 degrés. Mais allez, il y en a pour 20 minutes. Alors, on va goûter, je pense. On a l'assiette, oui. Allez-y, Mickaël. Je me lance. Eddy Ben Ghanem. C'est très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Mickaël?
Ah, moi j'adore. J'adore. On sent bien le foie gras. Il y en a que 3, c'est ça? Peut-être que vous pouvez couper le dernier, comme ça, si jamais il y a des personnes qui veulent goûter dans le centre commercial, Quelqu'un du allez-y. public, je ne sais pas, quelqu'un du public veut goûter éventuellement? On va couper, on va donner peut-être un petit bout. Voilà. Non, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voulez goûter, monsieur? Allez-y. Madame, vous voulez goûter? Non. Ouais, j'ai encore, il faut que je termine. Bah, c'est très bon. C'est très bon. Oui, c'est très original, c'est très très bon. Alors peut-être qu'on va passer au sucré, Oui, Mickaël? très rapidement, je voulais terminer avec vous, Laurent Trochin. Un repas, votre repas de fête pour terminer cet entretien avec vous. Après, ensuite, on passe au sucré. Un repas de fête que vous aimez par-dessus tout. Alors nous, les cuisiniers, on a des formations, c'est qu'on utilise des produits de fête très très souvent, je veux dire au quotidien. Donc nos repas de fête qui pourraient faire rêver certaines personnes, c'est plutôt des repas très simples, quoi. Et je reviens sur la gourmandise, hein. Mais c'est surtout des repas en famille, des repas simples où tout le monde est autour de la table, parce qu'on a des métiers quand même où on mange très rapidement, où la famille, on se voit très rapidement. Donc c'est vraiment la fête pour nous, c'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette. C'est qu'on soit autour de cette assiette, autour de la table, avec un produit, je parlais tout à l'heure de truite, de la truite fumée, un bon pain croustillant, un bon beurre, voilà. Ça reste des choses assez simples ou assez simplement travaillées, mais c'est surtout la convivialité, c'est être autour de la table en famille et être bien. Ben, c'est un très très beau message. On passe au sucré, Mickaël? On passe au sucré avec vous, Eddy Benganem. Alors, vous êtes le chef pâtissier du Trianon Palace de Versailles depuis 2008. On vous surnomme le magicien des saveurs et vous proposez des desserts signature très régulièrement et vous aimez bien la période de Noël. Et encore cette année, vous allez nous proposer une bûche un peu spéciale. Pouvez-vous nous la présenter? Bien sûr, c'est juste là. Donc l'inauguration de la galerie du Trianon Palace à Versailles, donc le Peacock Royal. Donc c'est pour célébrer cette fameuse galerie. Donc on a une pièce chocolat assez raffinée, très travaillée. Et à côté de ça, on a la partie gourmandise qui va arriver avec le gâteau. Et sur l'entremets, on est sur des notes de popcorn, caramel, chocolat au lait et vanille. Donc et maïs grillé. Donc des notes régressives. C'est le moment, on parlait de partage, on parlait de famille. On est dans le canapé, on mange du popcorn. Et je voulais aller dans cet univers-là et prendre le temps de manger en fait. Et c'est vrai que quand tu parlais du repas de fête, ben moi le repas de fête ça va être simple, c'est des bons produits, mais c'est passer du temps ensemble, ce qui peut paraître anodin, mais qui est extrêmement important. Et comment on fait pour imaginer une bûche comme celle-là? On est comme ça, on se donne un but, une thématique et on y va. Ça se passe comment? Et pourquoi du popcorn? C'est vrai. Alors le popcorn c'est super agressif. J'avais travaillé donc bien sûr avec mon équipe sur plein de notes sur les autres années. Donc chocolat, vanille, caramel, ce sont les notes préférées des Français. Et en fait, le popcorn a des notes très similaires à ces produits-là. Le popcorn, on le mange salé, on le mange caramélisé, on le mange vanillé, beurré. Donc c'est, pour moi, ce qui est important dans la pâtisserie, au même titre que ce que j'aime dans la cuisine, c'est qu'elle soit lisible et qu'on comprenne. J'aime pas avoir un dictionnaire, j'aime pas être... La sophistication ne doit pas se voir, mais elle est au service de... Et donc quand on mange, ben, on a de la gourmandise et du plaisir en fait. Alors vos desserts, ils sont souvent visuellement très spectaculaires. D'accord. Quelle place vous mettez à l'esthétique dans vos desserts, dans vos créations? Eh ben, c'est assez marrant comme question parce que j'y fais jamais gaffe. Parce que pourtant, pour moi, on le voit, c'est assez original. Bah, parce que pour moi, le goût est donc la première pierre, c'est pourquoi je le fais. Donc c'est vraiment l'inauguration de cette galerie qui me tenait beaucoup à cœur. C'est un endroit magnifique. C'est là où on sert notre tea time, c'est là où on sert nos cocktails. Donc ça, c'était le premier point de départ. Donc, et ensuite, donc, pourquoi travailler sur le Peacock pour ça? Et après, c'était soit je faisais une nature morte, soit je faisais quelque chose de stylisé ou de drôle. Je suis allé sur quelque chose de stylisé, crayonné, comme un tatouage ou comme un dessin. Et après, la gourmandise, c'était facile. C'était vraiment répondre à un maximum de gens. Et en dégustation, ben, vous avez le popcorn qui est rond, beurré, gras, gourmand. Et malgré tout, extrêmement léger. Le maïs grillé qui va apporter de la mâche. Le chocolat au lait qui est un chocolat au lait un peu puissant. Donc c'est cette alchimie entre tous ces produits-là qui fait que un gâteau, ça doit être bon. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Combien de centimètres elle fait cette bûche? Je sais plus, 60, 70. Ah oui, 60. Elle est immense. Et ça met combien de temps, du coup, pour faire une bûche comme celle-là? Alors, c'est assez marrant, on travaille par séquence. Donc, pour justement pouvoir inclure tout le monde dans la production, on va faire c'est du chocolat, donc du chocolat à 55%. Donc, on va travailler par séquence. Donc, au mois de septembre, on va faire les cônes en chocolat. Une autre partie va faire les moulages.
Et là, mon adjoint va faire les moulages en gélatine pour faire justement la sculpture du pan. Donc il y a ce qui est intéressant dans la création d'une bûche, c'est le chemin parcouru. Il y a le premier shooting qui est une deadline, donc voilà. Et après, c'est tout le cheminement. C'est comment faire plus simple, comment faire plus rapide, comment faire en sorte que tout le monde puisse au fur et à mesure participer à cette collaboration. Donc on va travailler en septembre sur les troncs, on va travailler en octobre sur les moulages, et à la fin, on va essayer d'assembler tout ça ensemble en fait. Vous en pensez quoi de cette bûche, Laurent Trochin? C'est magnifique, hein, et c'est vraiment un travail, c'est vraiment de l'art, quoi. On parle souvent de la cuisine comme un art, mais je pense que la pâtisserie et le travail, déjà les alliances qu'il y a à faire, on parlait tout à l'heure de pâtisserie et de cuisine qui étaient identiques dans la recherche des goûts, mais après il y a quand même le paramètre de l'art et de l'artistique et de la sculpture, quoi. C'est toujours marrant, merveilleux. vous parlez d'art. J'ai rencontré Sébastien Cerveau pour sa bûche de Noël. Il me disait qu'il faisait un croquis, un dessin avant de passer à l'action. C'est ce que vous faites aussi, Eddie Ben Ghanem? Pas du tout, je ne sais pas dessiner. Je dessine extrêmement mal. Par contre, c'est vrai que dans la tête, j'ai des notes aromatiques, j'ai le visuel, je sais à peu près où je veux aller. Des fois, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est assez... j'arrive à travailler en 3D. Mais je suis incapable de dessiner un croquis, incapable. Et j'arrive même pas à me relire en plus. Donc, Et comment on fait pour la déguster, cette bûche? Il faut venir chez vous au Trénon Palace? On peut la prendre à emporter? Comment ça se passe? Elle est aussi en vente à emporter sur notre site. Donc elle est en 2 parties. Donc il y a la partie chocolat qui est dans 2 grandes boîtes et la partie dégustation qui est à part. Donc la partie chocolat pour rester dans un endroit tempéré, aux alentours de 15-18 degrés. Et le gâteau est un gâteau de 6-8 personnes qu'on partage à la fin du repas. D'accord. Au niveau du prix, à voir sur le site, j'ai pas tout. 110 € je crois pour 8 personnes. €. Pour 8 personnes. Et on peut le retirer, comme vous l'avez dit, on peut l'emporter chez nous. En précommande. Est-ce qu'on peut le goûter? Est-ce qu'on peut passer à la dégustation? On attend que ça en fait. Plein de choses à vous faire goûter. Donc comme j'ai du mal à venir avec pas grand chose, donc je suis venu avec plein de trucs. Oui, vous êtes très généreux. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors je vous ai apporté une part, donc la dégustation de la bûche qui est sur du popcorn et l'autre partie qui fait écho à notre tea time donc du week-end. Et là, c'est assez... voilà. Chacun trouvera son coup de cœur. On ne goûtera peut-être pas tout, parce qu'on pense aussi... Alors, vous aimez quoi? Vous aimez les biscuits? Vous aimez plutôt... je veux bien tenter le popcorn. Ça m'intrigue. Ouais, le popcorn m'intrigue aussi. Il est là. Pour le coup. Et s'il y a des personnes dans le public qui veulent venir tester, vous êtes les bienvenus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop pour nous, en tout cas, Mathilde. Il faut penser aussi qu'il y a les fêtes qui arrivent. Oui, merci. On va goûter ça. Donc ça, c'est c'est la pâtisserie avec popcorn, chocolat et vanille. C'est ça? Tac. C'est très très bon. Très bon. C'est validé. C'est très bon. Laurent Trochin, vous allez goûter lequel? Qu'est-ce que vous allez goûter, Laurent? Alors, là, je vais goûter c'est ça, biscuit, cake. C'est un type de cake, donc avec très léger, très fruité. Donc yaourt, mangue fraîche, donc c'est notre tea time du week-end. Et en fait, la portion, elle est assez impressionnante, mais en fait, le goût est juste incroyable et la texture, elle est géniale. Et en fait, c'est une petite bulle, en fait. On arrive bientôt à la fin de notre entretien, Eddie Ben Ghanem. Votre dessert préféré pour les fêtes? Et peut-être le plus simple aussi à réaliser, parce que la bûche ça roulée. a l'air un peu compliqué quand même. La bûche roulée, en fait. La bûche roulée, je trouve que c'est un classique incroyable, incontournable et accessible. Donc la bûche, un biscuit assez épais, une crème, qu'elle soit chocolat ou d'un autre parfum, roulée, fraîche. Et je trouve qu'à travers cet exercice-là, on a des produits incroyables à réaliser. C'est très bon. L'équilibre en sucre, voilà. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau depuis le centre commercial Westfield Paris 2. On s'est régalé avec vos créations. Mickaël, je vous garde. Et on vous garde aussi après, on va goûter tout ça après l'émission évidemment. Mickaël, moi je vous garde pour votre idée de cadeau. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, je vais vous parler de sport. Hein. Vous me connaissez, Mathilde. Je suis un grand gourmand, mais également un grand sportif. Les deux peuvent aller ensemble. Mon idée de cadeau concerne le monde du football et le FC Versailles, qui évolue en 3e division en nationale, et plus précisément les 3 maillots portés par les joueurs cette année. Personnellement, je les trouve magnifiques. Il y a tout d'abord le maillot bleu qui est inspiré du parquet de Versailles avec un col blanc. Il y a également le maillot blanc extérieur qui est très élégant avec du doré inspiré des sols à cabochon utilisés depuis le XVIIIe siècle. Et enfin, ils ont sorti ces derniers jours le maillot
maillot CERN, un troisième maillot à l'image des grands clubs européens. Un maillot rouge qui puise son inspiration dans les jardins du château de Versailles. Alors pour vous procurer un maillot, il faudra quand même débourser au minimum 85 € pour les manches courtes et 95 € pour les manches longues. Je crois qu'ils sont même portés par des célébrités. Oui, tout à fait Mathilde, je vois que vous suivez l'actualité à People. Le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, également actionnaire et ambassadeur du FC Versailles, s'est promené ces derniers jours avec le nouveau maillot du FC Versailles sur le dos. Cette publicité pour ce maillot pourrait permettre au club d'atteindre les 20 000 ventes de maillots d'ici l'été prochain et ainsi être dans le futur dans le top 5 des ventes de maillots en France. Vous préférez lequel, vous ? Moi, j'ai une petite préférence pour le blanc, mais le rouge a attiré mon attention ces derniers jours. Ça se régale en plateau. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez faire un cadeau pour les fêtes, Mathilde. Écoutez, Mickaël, j'essaierai d'en toucher un mot au Père Noël. Hein. On verra ça. Et d'ailleurs, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant cela, on me dit dans l'oreillette que Mélanie Poquet est avec un invité très spécial. Regardez. Et oui, Mathilde, nous sommes avec le personnage sans doute le plus important de cette fête. Allons le voir. Bonjour Père Noël. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous êtes sur la dernière ligne droite, là, oui. Tout est prêt ou vous êtes encore sur les finitions? Bon, il y a encore des finitions, il y a toujours un peu de finition à faire. Mais vous trouvez le temps d'aller voir les enfants? Eh oui, heureusement j'ai une bonne équipe de lutins sur qui je peux compter. Et puis les enfants, il faut bien se montrer, les obliger non, mais leur dire qu'il faut être sage. Ça les motive aussi. Et quelle est la demande cette année? Que vous demandent les enfants? Oh, beaucoup de choses, et c'est assez varié. Il y en a qui demandent des voitures, il y en a qui demandent des jeux. C'est très très varié. Et les grands-enfants? Les grands-enfants, ils sont un peu plus avec leur temps, donc ils vont demander éventuellement une tablette. Alors, je leur dis que je vais voir, on va tâcher de faire ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est à peu près les mêmes choses qu'ils demandent tous les ans. Et ils sont sages cette année? Ils sont toujours très sages, toujours. Ne serait-ce que pour avoir les cadeaux. Merci Père Noël. Alors au 24 décembre? Au 24 décembre, sans problème. Je serai là. Merci Père Noël. Et vous Mathilde, est-ce que vous avez été sage cette année? Écoutez, Mélanie, je m'y efforce tous les jours en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Noël préparée par toutes les équipes de TV78. Un grand merci au centre commercial Westfield de Paris 2 qui a accepté de nous accueillir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. C'était le 7-8 fin d'année de TV78 en partenariat avec Westfield Paris 2.